Quand le mariage de mon frère est devenu hors de prix, mes parents ont secrètement transféré ma maison à leur nom et l'ont vendue pendant que j'étais en déplacement professionnel. Ils ont prétendu que c'était juste parce que j'ai toujours été celui qui est responsable. J'ai 30 ans et je travaille comme consultant en gestion des risques pour une entreprise manufacturière. J'ai acheté ma première maison il y a 2 ans dans une banlieue résidentielle prisée près de Lyon. Une belle maison traditionnelle avec 3 chambres, j'ai mis un apport de 20%, financé le reste et payé mes mensualités rubis sur l'ongle depuis. Mes parents ont toujours eu un enfant préféré, et ce n'était certainement pas moi. Mon père a 57 ans, ma mère 54 ans, et mon frère cadet, Théo, a 26 ans. Ils ont payé l'intégralité de ses frais de scolarité dans une grande école de commerce privée. De mon côté, j'ai des prêts étudiants que je rembourse encore petit à petit. Ils lui ont acheté une berline quasi neuve pour ses 21 ans. Moi, j'ai économisé pendant 2 ans en faisant des quarts de nuit dans un entrepôt pour me payer une voiture d'occasion. J'ai eu un flashback pendant que tout ça se passait. J'avais 8 ans et j'avais économisé en faisant des petits boulots dans le quartier. J'avais gardé l'argent pendant des semaines pour acheter une voiture télécommandée qui m'obsédait. Théo avait 4 ans et voulait la même. Je suis rentré de l'école et j'ai trouvé ma tirelire vide. Maman m'a expliqué que Théo voulait vraiment cette voiture et que j'étais assez grand pour comprendre le partage. Théo a eu la voiture. J'ai eu droit à une leçon de morale sur la maturité et l'importance de faire passer la famille en premier. C'était le modèle. Ça l'a toujours été. Théo s'est fiancé il y a 8 mois avec une femme, Chloé, 25 ans. Sympa, sans plus. Ils cherchent encore leur voie professionnelle tous les deux. Théo est community manager pour une chaîne de salles de sport locale. Chloé travaille à temps partiel dans un institut de beauté, elle fait les ongles et les cils. Rien de mal à ça, sauf qu'il prévoit un mariage énorme à Marrakech qui coûte une fortune à mes parents. Il y a 3 semaines, je suis parti dans le nord, près de Lille, pour un gros projet d'audit dans une usine manufacturière avec de graves problèmes de conformité. Une mission de 3 semaines. Un gros projet. Une bonne visibilité. Exactement le genre de travail qui construit une carrière. Avant de partir, j'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient passer arroser les plantes de temps en temps et relever le courrier. Ils avaient un double des clés depuis qu'ils m'avaient aidé à emménager. Bien sûr, mon chéri, a dit maman avec chaleur et sourire. On prendra soin de tout. J'aurais dû tiquer sur l'énergie bizarre quand papa n'arrêtait pas de me questionner sur mes dates exactes de voyage. Quand est-ce que je partais? À quelle heure était mon train? Quand exactement est-ce que je revenais? Est-ce que mes voisins avaient mes coordonnées? Est-ce que quelqu'un d'autre avait les clés? Je me suis dit qu'il était juste paranoïaque à propos des cambriolages. Il s'avère qu'il planifiait le cambriolage lui-même. J'étais à Lille depuis 4 jours, en pleine réunion avec la direction de l'usine au sujet de leur risque de ventilation, quand mon téléphone a commencé à vibrer. Numéro local inconnu. J'ai ignoré. Ça a vibré à nouveau. Puis un SMS d'un numéro que je reconnaissais. Rosalie, ma voisine 2 maisons plus loin. On s'entendait bien depuis environ 1 an. Elle a 32 ans, graphiste freelance à domicile, vit seule avec un chat très critique nommé Napoléon. Son SMS était court, appelle-moi quand tu peux. Il se passe quelque chose de bizarre chez toi. Je me suis excusé de la réunion et je l'ai rappelé depuis le parking. Salut Rosalie, qu'est-ce qui se passe? Ok, ne panique pas, mais il y a un panneau vendu dans ton jardin et des gens sont en train de déménager des meubles dans ta maison en ce moment même. Je me suis arrêté net. Répète un peu. Il y a un camion de déménagement dans ton allée. 2 types portent des cartons à l'intérieur. J'ai vu tes parents ici plus tôt avec un couple que je ne reconnais pas, leur faisant visiter comme s'ils étaient les propriétaires. Ta mère leur a dit qu'ils pouvaient commencer à apporter des affaires puisque la paperasse était presque finie. J'ai pensé que tu avais peut-être vendu sans le dire, mais ensuite je me suis dit que ça ne te ressemblait vraiment pas, alors j'appelle. J'ai eu froid aux mains. À quoi ressemblent les gens? Le couple? Trentenaire, peut-être? La femme est blonde, le mari grand, cheveux foncés. Ils ont l'air excités. Ils ont une petite fille avec eux. Peut-être 5 ou 6 ans. Les déménageurs déchargent un canapé en ce moment. Tu vois mes parents? Ton père est parti il y a environ 20 minutes. Ta mère est toujours là,
Elle parle à la femme blonde sur ton porche comme si elles étaient meilleures amies. J'ai ouvert l'application de ma caméra de surveillance. Ça a pris une seconde à charger parce que le Wi-Fi de l'hôtel était pourri. Quand ça s'est enfin connecté, j'ai vu exactement ce que Rosalie décrivait. Ma mère debout sur mon porche, faisant de grands gestes vers ma maison comme un agent immobilier vantant une propriété. Une femme que je n'avais jamais vue de ma vie hochait la tête en souriant. En arrière-plan, 2 déménageurs portaient mon mobilier de jardin devant la fenêtre de ma cuisine. J'ai consulté l'historique de ma serrure connectée. 4 entrées la semaine passée, toutes avec le code de mes parents. La dernière entrée datait d'il y a 2 heures. Rosalie, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. N'importe quoi. Prends des photos si tu peux le faire en toute sécurité. Les plaques du camion de déménagement. Les plaques de toutes les voitures dans l'allée. L'heure exacte de tout. N'approche personne. S'il demande ce que tu fais, dis juste que c'est pour le syndic de quartier ou la surveillance des voisins. Ça va aller? Je vais gérer ça. Merci d'avoir appelé. Sérieusement, si tu as besoin que j'aille frapper à la porte ou... Non, s'il te plaît, ne le fais pas. Je ne veux pas perdre une bonne voisine parce que mes parents ont décidé de faire n'importe quoi. Juste tes yeux et des photos. C'est tout. Compris. Je te rappelle dans 10 minutes avec les photos. J'ai raccroché et j'ai fixé mon téléphone pendant environ 30 secondes, essayant de traiter ce qui se passait. Mes parents aidaient activement des étrangers à emménager dans ma maison alors que j'étais à 700 km de là, sans que je le sache, sans ma permission. J'ai appelé mes parents. Papa a décroché à la 3e sonnerie. Et champion. Comment ça se passe dans le Nord? Arrête. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Silence. Puis je l'ai entendu dire quelque chose d'étouffé à quelqu'un d'autre. La voix de maman en arrière-plan. On allait t'en parler quand tu rentrerais. Parle-moi maintenant. Pourquoi y a-t-il des étrangers qui emménagent dans ma maison? Une autre pause. Nous avons pris une décision difficile pendant ton absence. Le mariage de Théo est le mois prochain et nous avons atteint des échéances majeures avec les prestataires. Le paiement final du lieu, les forfaits voyage pour les invités, le surclassement de la réception. Tout est tombé en même temps et on n'avait plus d'option. Quel est le rapport avec ma maison? On a trouvé un acheteur, une jeune famille très motivée. Ils sont coincés avec leur location et avaient besoin de commencer la transition. On a trouvé un arrangement où ils pouvaient commencer à emménager certaines choses pendant qu'on réglait la paperasse finale. Avec la plus-value, tu repartiras avec assez pour recommencer ailleurs. Ça suffit. Vous avez mis ma maison en vente sans ma permission. Pas mise en vente exactement. On a trouvé quelqu'un par un contact. Une transaction très privée. La chose importante c'est, comment avez-vous signé les papiers? Ce n'est pas votre maison. Vos noms ne sont pas sur l'acte de propriété. J'ai entendu la voix de maman clairement maintenant, plus près du téléphone. Le patrimoine familial appartient à tout le monde, mon chéri. On t'a élevé. On t'a aidé quand tu avais du mal. Et maintenant Théo a besoin d'aide pour commencer sa vie avec Chloé. C'est comme ça que fonctionnent les familles. Le patrimoine familial appartient à tout le monde, ai-je répété lentement. C'est votre position? Ce n'est pas une position. C'est la réalité. Nous sommes une unité familiale. Ce qui profite à l'un profite à tous. Théo mérite un beau mariage. Et tu as toujours été le responsable, celui qui trouve des solutions. Tu t'en sortiras. Ma voix est devenue glaciale, mais mes mains tremblaient. Je vous rappelle dans 5 minutes. Ne bougez pas. Ne touchez à rien. Ne dites pas un mot à personne. Maintenant, fiston, pas besoin d'être dramatique. J'ai raccroché. J'ai rappelé Rosalie. Situation? J'ai les plaques, les heures, des photos de ta mère avec la femme blonde, des clichés des déménageurs, tout. Ta mère m'a vu prendre des photos et m'a fait signe comme si on était les meilleurs amis du monde. J'ai fait signe en retour, je n'ai pas engagé la conversation. Envoie tout sur mon mail. Je vais en avoir besoin. Déjà fait. C'est quoi ton plan? Appeler le 17, puis appeler un avocat, puis comprendre comment mes parents ont commis une fraude immobilière assez rapidement pour que des déménageurs soient déjà à l'intérieur. Sois prudent. Toujours.
J'ai appelé la police et expliqué la situation aussi calmement que possible. Des personnes non autorisées déplaçaient des biens dans mon domicile. J'étais le seul propriétaire. J'étais hors du département. Je pouvais fournir des documents immédiatement. L'opérateur a été professionnel et a dit qu'une patrouille allait intervenir. Ensuite, j'ai appelé le service juridique de mon entreprise, expliqué que j'avais une urgence familiale impliquant une fraude immobilière et que j'avais besoin des coordonnées d'un avocat spécialisé dans ce genre de situation dans la région lyonnaise. Ils ont été rapides, m'ont donné un nom, Maître Valérie Rousseau, spécialiste en droit immobilier et litige, ancienne magistrate. J'ai appelé son cabinet et sa secrétaire a décroché. J'ai besoin de parler à Maître Rousseau immédiatement. C'est au sujet d'une fraude immobilière en cours impliquant ma résidence principale. Maître Rousseau est en réunion, mais je peux. Je suis le propriétaire enregistré d'un bien. Mes parents sont actuellement en train d'aider des étrangers à emménager dans ma maison sans que je le sache ni que je l'ai permis. Il y a une transaction active en ce moment même. J'ai besoin de quelqu'un qui peut déposer des requêtes d'urgence aujourd'hui. Elle m'a mis en attente. 15 secondes plus tard, Valérie Rousseau a décroché. Ici Maître Rousseau. Dites-moi tout. J'ai tout déballé. La chronologie, les images de la sonnette, les déménageurs, l'appel téléphonique avec mes parents, leur justification. Elle a écouté sans m'interrompre. D'accord. Première question. Êtes-vous le seul propriétaire sur l'acte? Oui. Acheté il y a 2 ans. Seulement mon nom sur le titre. Deuxième question. Avez-vous donné procuration à vos parents à un moment donné? Non, rien de tel. Ils avaient les clés de la maison et le code du garage, mais aucune autorité légale sur la propriété. Troisième question, quand êtes-vous de retour? Je peux être dans un train ou un avion dans 3 heures. Faites-le. En attendant, je dépose un référé d'heure à heure pour bloquer toute vente ou transfert. J'aurai besoin que vous m'envoyiez par mail votre titre de propriété, votre relevé de prêt immobilier, votre pièce d'identité et toute communication avec vos parents à ce sujet. Pouvez-vous faire ça de là où vous êtes? Je sors déjà les fichiers. Bien. C'est une fraude pure et simple, mais le fait que ce soit la famille complique l'aspect émotionnel. Ça ne complique pas l'aspect légal. En France, le faux en écriture publique est passible des assises, bien que souvent correctionnalisé. Ajoutez l'usurpation d'identité s'ils ont utilisé vos informations pour signer des documents et on regarde un cumul de charges. J'ai besoin de savoir maintenant si vous êtes prêt à poursuivre cela au pénal. Oui. Sans hésitation. Aucune. Très bien. Envoyez-moi tout. Je contacte l'étude notariale concernée ensuite pour mettre un gel sur toute transaction qu'il traite. Rentrez chez vous aussi vite que possible. J'ai envoyé les documents, réservé un TGV, puis j'ai rappelé mes parents. Papa a répondu. Nous devons avoir une conversation raisonnable à ce sujet. Je vais parler. Tu vas écouter. Je viens de raccrocher avec une avocate spécialisée en fraude immobilière. Je dépose une requête d'urgence pour arrêter la vente que vous avez arrangée. J'ai contacté la police. J'ai des preuves photographiques de personnes non autorisées entrant dans ma propriété et une documentation de ce que tu viens de me dire lors de cet appel. C'est ridicule. Nous sommes tes parents. Nous ne sommes pas des criminels. Vous avez vendu une propriété qui n'est pas la vôtre. Vous avez forgé des documents pour que ça arrive. C'est la définition de la fraude. C'est un délit grave, voire un crime. La voix de maman est arrivée, perçante maintenant, mais avec une pointe de peur. On n'a rien forgé. On t'aide à voir le tableau d'ensemble. Le mariage de Théo est important, et tu agis de manière égoïste. On pensait que tu comprendrais une fois calmé. Le patrimoine familial appartient à tout le monde, ai-je dit. C'est toujours votre position? Oui. Alors je suppose qu'on laissera un juge décider si ma maison compte comme un bien familial. Je serai à la maison dans 6 heures. Ne vous approchez pas de ma propriété. Ne contactez pas les acheteurs. Ne touchez à rien. Si vous le faites, chaque action supplémentaire s'ajoute aux charges. J'ai raccroché, vérifié ma caméra de nouveau. Une voiture de police s'était arrêtée. Un agent parlait à ma mère sur le porche. La femme blonde et son mari étaient sortis, l'air confus.
Les déménageurs avaient arrêté de décharger et se tenaient près du camion, l'air de vouloir être littéralement n'importe où ailleurs. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Est-ce le propriétaire? Voix d'homme. Professionnel. Oui. Qui est-ce? Brigadier Martin, commissariat local. Je suis à votre résidence. Votre mère dit que vous avez donné une permission verbale pour cet arrangement et que vous traversez des difficultés. Pouvez-vous vérifier votre identité et votre propriété? Je suis le seul propriétaire enregistré. J'ai acheté la propriété en 2023. Je peux vous envoyer par email une copie de mon acte notarié, mon relevé de prêt, mon permis de conduire et la preuve que je suis actuellement dans le Nord pour le travail. Je n'ai donné aucune permission pour une vente ou un transfert. Je ne savais rien de tout ça jusqu'à ce que ma voisine m'appelle il y a 40 minutes. Envoyez tout à cette adresse email. Il l'a récité. Votre mère insiste sur le fait que c'est un malentendu. C'est une fraude. J'ai une avocate qui dépose des recours en ce moment même. Elle s'appelle Maître Rousseau. Je rentre ce soir. Compris. Je vais sécuriser la propriété et séparer les parties. Les acheteurs sont assez bouleversés. Je couvrirai tous les frais raisonnables qu'ils ont engagés à cause de cela. Ils n'ont rien fait de mal. Notez. Envoyez cette documentation dès que possible. J'ai tout envoyé depuis mon téléphone. Mon téléphone a commencé à exploser. Théo appelait. Ma mère appelait. Mon père appelait. Théo encore. J'ai tout ignoré. Concentré sur le trajet vers la gare. J'ai reçu un texto de Rosalie. La police est toujours là. Ta mère pleure. Le couple avec l'enfant a l'air dévasté. Les déménageurs sont partis. Ton père vient d'arriver et il se dispute avec l'agent. Tu veux que je continue à documenter? S'il te plaît. Tout. 40 minutes plus tard, j'étais dans le train. J'ai vérifié mes emails. Maître Rousseau avait déjà déposé la requête et m'avait envoyé une copie. Elle avait aussi envoyé un email au notaire avec ma documentation demandant de bloquer tout transfert en attente et d'enquêter sur la chaîne de propriété. L'étude notariale a répondu dans leur disant qu'ils gelaient toute activité sur le dossier en attendant l'examen des irrégularités potentielles dans le transfert récent. J'ai reçu un autre texto de Rosalie. Tes parents viennent de partir. La police parle aux acheteurs. Ils pleurent. C'est brutal. Je l'ai appelé. Tu tiens le coup? Je vais bien. Je suis juste vraiment confuse de voir comment tes parents pensaient que ça allait marcher. Ils pensaient que je m'écraserais parce que je m'écrase toujours. Cette fois, ils ont mal calculé. Que se passe-t-il ensuite? Je rentre. Je rencontre mon avocate. On comprend ce qu'ils ont fait et comment l'annuler. Ma chambre d'amis est libre si tu en as besoin. Ce n'est pas bizarre, juste pratique. Tu voudras être prêt. Et honnêtement, je suis investi maintenant. J'ai hésité. Accepter de l'aide semblait encore étranger. C'est vraiment généreux. Tu es sûr? Je suis sûr. Napoléon te jugera en silence, mais il juge tout le monde. Tu survivras. D'accord. Merci. Je t'envoie un texto quand j'arrive. Le brigadier Martin m'a dit de ne pas retourner à la maison tant qu'ils n'auraient pas fini de nettoyer la scène et de déposer leur rapport. Et honnêtement, après avoir vu des étrangers porter des meubles devant mes fenêtres à la caméra, je ne voulais pas entrer dans cette allée la nuit, sans savoir qui pourrait encore être là. J'ai passé le trajet à lire sur la fraude immobilière en France sur mon téléphone et à noter chaque détail dont je pouvais me souvenir. Chaque conversation, chaque question bizarre que mes parents avaient posée avant mon départ. Chaque fois qu'ils m'avaient mis la pression pour aider Théo. Chaque fois qu'ils avaient utilisé l'expression au patrimoine familial comme si c'était une sorte de doctrine religieuse. Arrivé à Lyon-Pardieu à 21h. Rosalie m'a récupéré à la gare. Elle était silencieuse pendant le trajet, ce que j'ai apprécié. Elle n'a pas poussé pour les détails, a juste conduit. Ma voiture était toujours chez moi, mais je n'étais pas prêt à gérer cette scène encore. Tes parents ont appelé sur mon portable, a-t-elle dit quand nous étions à 10 minutes de chez elle. Je ne sais pas comment ils ont eu le numéro. Qu'ont-ils dit? Ta mère voulait savoir ce que je t'avais dit.
Elle a dit qu'il y avait un malentendu et que j'aggravais les choses en m'en mêlant. Je lui ai dit que je ne t'avais rien dit à part ce que j'avais vu. Ensuite, ton père a pris le téléphone et a dit que je devrais faire attention à ne pas interférer dans les affaires de famille. C'était une menace. Je sais à quoi ressemble une menace. Je lui ai dit d'oublier mon numéro et j'ai raccroché. Puis je les ai bloqués tous les deux parce que je n'ai pas le temps pour ce drame. Je suis désolé qu'il t'ait entraîné là-dedans. Ne le sois pas. C'est la chose la plus intéressante qui me soit arrivée depuis des mois et j'ai clairement choisi le bon camp. Nous sommes arrivés chez elle. Petite maison de ville, bien entretenue, décorée avec goût. Napoléon était en effet très critique. Il me fixait depuis le dossier du canapé comme si je lui devais de l'argent. La chambre d'amis est en haut. Première porte à gauche. Salle de bain en face. Serre-toi dans la cuisine. Merci. Sérieusement. Je n'ai quasiment pas dormi. J'ai passé la majeure partie de la nuit à passer en revue les emails sur mon ordinateur portable et à tout documenter. Vers 3 heures du matin, j'ai reçu un email de Maître Rousseau. Objet, vous devez voir ça. Elle avait joint un PDF. C'était une copie d'un compromis de vente et, plus important, une procuration notariée. Le document donnait pouvoir à mes parents de vendre mon bien en mon nom. La signature en bas était censée être la mienne. Ça ne ressemblait même pas. Celui qui l'avait imité s'était entraîné, mais pas assez. La forme des lettres était fausse. La pression était différente. Mais plus important encore, la date de la signature correspondait à un jour où j'étais physiquement dans le Nord. Je pouvais le prouver avec mes relevés de train, reçus d'hôtel et photos horodatées de l'usine que j'auditais. Maître Rousseau avait comparé la signature à mes documents de prêt. La version falsifiée ressemblait à quelqu'un qui avait décalqué une vieille signature, et essayé de la recréer à main levée tremblante par endroits où la mienne était fluide, trop soignée là où la mienne était rapide. L'email de l'avocate expliquait le reste. Avec cette fausse procuration, mes parents pouvaient signer le compromis de vente chez le notaire sans que j'aie besoin d'être là. Ils avaient essentiellement volé l'autorité sur la maison pour la vendre. Le notaire qui avait accepté la procuration n'avait pas vérifié l'identité correctement ou avait été trompé par de faux papiers. L'acheteur était une jeune famille qui venait de vendre leur précédente maison et avait l'argent comptant. Le dépôt de garantie était bloqué chez le notaire, la vente finale prévue dans 8 jours, mais ils avaient négocié une entrée dans les lieux anticipés. À 6 heures du matin, j'ai renoncé à dormir et je suis descendu. Rosalie était déjà levée, travaillant à sa table de cuisine avec du café et Napoléon supervisant depuis une chaise voisine. « Tu as une sale tête » a-t-elle dit. Pas dormi. J'ai découvert comment ils ont fait, cependant. Ils ont utilisé une fausse procuration, prétendant que je les autorisais à vendre, puis ont listé et vendu comme s'ils avaient mon accord. C'est dingue. Elle m'a versé du café sans demander. C'est quoi ton plan aujourd'hui? Rendez-vous avec mon avocate à 9 heures. Dépôt de plainte au commissariat. Annuler tout ce bordel. Je dois récupérer ma voiture chez moi à un moment donné aussi. Tu veux que je vienne? Une paire d'yeux en plus? Soutien moral? J'ai hésité encore. Vieilles habitudes. Tu en as déjà fait plus qu'assez. Je propose. De plus, Napoléon a besoin d'un peu de temps seul pour comploter sa domination mondiale, et je suis curieuse de voir comment ça se termine. D'accord. Merci. Nous avons rencontré Maître Rousseau à son cabinet. Elle avait la quarantaine finissante, tailleur strict, regard encore plus strict. Elle avait étalé le dossier sur sa table de conférence quand nous sommes arrivés. Avant de commencer, je dois connaître vos objectifs ici. Récupération civile, poursuite pénale, les deux? Les deux. Ça va être laid. Vos parents risquent des accusations de faux et usage de faux, potentiellement escroquerie. On parle de peine de prison potentielle si le procureur décide de poursuivre. Et si je poursuis seulement au civil? Vous pouvez demander des dommages et intérêts. Mais l'aspect criminel ne disparaît pas juste parce que vous ne poursuivez pas. Une fois qu'on dépose la plainte et qu'on montre la preuve du faux, le parquet peut décider de poursuivre indépendamment. Ils prennent la fraude immobilière très au sérieux. Donc dans tous les cas, ils font face à des charges criminelles. Très probablement, oui. Le faux est documenté. La situation du notaire aggrave les choses.
Nous devrons identifier comment cette procuration a été acceptée. Elle m'a guidé à travers les étapes suivantes. Audience en référé dans 2 jours pour faire constater la nullité de la vente. Dépôt de plainte auprès du procureur de la République. Les acheteurs récupéreraient leur dépôt. Les dommages civils seraient calculés et poursuivis séparément une fois l'affaire pénale établie. Les acheteurs sont des victimes ici, aussi, a dit Maître Rousseau. Ils ont agi de bonne foi sur la base de papiers frauduleux. J'ai contacté leur avocat ce matin. Ils sont dévastés, mais ils comprennent que la situation n'est pas de votre faute. Je veux leur parler si possible. M'assurer qu'ils savent que je vais couvrir leurs pertes réelles. Je peux arranger ça, mais ça prendra un jour ou 2 pour coordonner les emplois du temps. L'attente était frustrante, mais je comprenais. Plus tard cet après-midi-là, Rosalie m'a conduit chez moi pour que je puisse enfin récupérer ma voiture. Le ruban de police était toujours là, mais la propriété était vide. J'ai pris mes clés à l'intérieur, démarré la voiture, et suivi Rosalie chez elle. La veille de l'audience, je suis allé chez mes parents avec Rosalie, pas pour le soutien, mais comme témoin. Ils devaient comprendre ce qui arrivait avant d'entrer dans ce tribunal. Je les ai trouvés dans leur salon. Théo était là aussi, assis sur le canapé avec son téléphone. Ils ont tous levé les yeux quand je suis entré. Personne n'a souri. Nous devons parler, a commencé papa. Non, vous devez écouter. J'ai sorti un dossier de sous mon bras et l'ai posé sur la table basse. C'est quoi ça, a demandé maman. Ouvrez-le. Papa a tendu la main, sorti le premier document. Son visage est devenu blanc. Il a feuilleté les pages. Référé d'urgence, numéro de dépôt de plainte, capture d'écran de ma sonnette avec horodatage, photo prise par Rosalie avec les plaques visibles, la fausse procuration avec l'analyse comparative de mon avocate. Après tout ce qu'on a dépensé pour t'élever, a dit maman doucement, la voix tremblante. Tu fais vraiment ça. Lis la page 4. C'est la partie où le code pénal explique que le faux en écriture publique est passible de prison et de lourdes amendes. Puis lis la page 7. C'est là que mon avocate estime les dommages, y compris ce que vous avez coûté à la famille Leroy. Leur gamine allait avoir une chambre violette avec des étoiles. Le visage de Théo était devenu pâle. Il fixait son téléphone comme s'il pouvait le sauver, mais ses mains ne bougeaient pas. Tu savais, ai-je dit à Théo. Maman et papa t'ont dit ce qu'ils prévoyaient. Je ne savais pas. Je veux dire, ils ont dit qu'ils trouvaient une solution, mais je ne pensais pas qu'ils allaient vraiment. Tu savais qu'ils parlaient de ma maison, et tu ne m'as pas prévenu. Le visage de Théo est devenu rouge. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Ils paient mon mariage. Je ne peux pas juste. Ils ont dit que tu t'en sortirais. Que tu retombais toujours sur tes pattes, alors tu es resté silencieux pendant qu'ils commettaient une fraude parce que ça te profitait. La famille prend soin les uns des autres, a dit papa. Mais sa voix avait perdu sa certitude. Vous essayez de me voler pour financer son mariage. Ce n'est pas la famille. C'est juste du vol avec une histoire touchante. Le patrimoine familial appartient à tout le monde, a dit maman encore, mais maintenant ça sonnait répété, désespéré. Alors je réclame votre retraite comme bien commun. Échange équitable. La pièce est devenue silencieuse. Théo fixait toujours son téléphone. Papa était passé du blanc au rouge. Maman pleurait, mais ça semblait différent maintenant, plus réel. L'audience est demain à 10h, ai-je dit. Vous devriez probablement amener votre avocat. Je conseille d'en trouver un bon. J'ai laissé le dossier sur la table et je suis sorti. Rosalie a suivi. Nous n'avons rien dit jusqu'à ce que nous soyons de retour dans la voiture. C'était brutal, a-t-elle dit. Ça devait être fait. Et maintenant je sais que Théo était impliqué. Tu penses qu'il viendra demain? Probablement. Il ne peut pas s'en empêcher. La réunion avec les acheteurs a eu lieu le lendemain matin avant l'audience. Leur nom était David et Claire Leroy. Leur fille de 6 ans s'appelait Sophie. Ils avaient vendu leur maison précédente et loué temporairement en cherchant le bon endroit. Trouvé la mienne grâce à une connaissance de mes parents qui travaillait dans l'immobilier. Ils avaient raclé les fonds de tiroir pour l'achat. Avaient déjà donné leur préavis pour leur location. Avaient déjà inscrit Sophie à l'école du quartier. Tout le plan reposait sur l'emménagement la semaine suivante.
Claire pleurait. David n'arrêtait pas de s'excuser auprès de moi comme si c'était de sa faute. Je suis tellement désolé, répétait David. On n'avait aucune idée. Ce n'est pas de votre faute, ai-je dit. Vous avez tout fait correctement. Mes parents ont commis une fraude et vous avez été pris au milieu. Je vais m'assurer que vous ne perdiez pas d'argent là-dessus. Et pour le logement temporaire, a demandé Claire. On a donné notre préavis. Notre bail finit dans 2 semaines. Maître Rousseau est intervenu. Nous allons documenter toutes vos pertes. Cela inclut vos frais de déménagement, les dépôts perdus, les frais de logement temporaire, tout. Une fois l'affaire pénale établie, nous poursuivrons pour obtenir des dommages complets au civil. Sophie était assise sur une chaise près de la fenêtre en train de colorier. Elle a levé les yeux. On allait faire du violet avec des étoiles. Ça a l'air magnifique, a dit Rosalie doucement. La réunion s'est terminée avec les Leroy acceptant de coopérer avec toute action légale nécessaire. Ils sont partis l'air dévastés, mais au moins pas en colère contre moi. L'audience en référé était cet après-midi-là. La juge s'appelait Madame Wong. Fin de cinquantaine, vive, clairement quelqu'un qui avait vu toutes les variations de la stupidité humaine. Elle a écouté la déclaration d'ouverture de Maître Rousseau, examiné les preuves que nous avions soumises, puis s'est tournée vers l'avocat de mes parents, un certain Maître Dumont, qui avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Maître, aidez-moi à comprendre la position de vos clients. Ils se sont présentés avec une procuration datée de 5 jours après le départ du plaignant pour une mission professionnelle. Le document porte ce que vos clients prétendent être la signature du plaignant, alors que celui-ci peut prouver par de multiples sources qu'il était physiquement à 700 km de là. Ensuite, vos clients ont initié la vente de cette propriété. Quelle est votre défense ? Dumont s'est raclé la gorge. Madame le juge, mes clients maintiennent qu'il y avait une entente au sein de la famille selon laquelle la propriété serait considérée comme partagée. Une entente. Cette entente était-elle documentée ? Un accord écrit ? Une donation enregistrée ? Une preuve de cette entente au-delà des dires de vos clients ? Les relations familiales ont certains. Maître, nous parlons d'un bien immobilier, pas d'une voiture empruntée, pas d'une promesse verbale. Un acte notarié nécessite des signatures valides. Êtes-vous prêt à argumenter que vos clients croyaient raisonnablement pouvoir transférer un titre de propriété basé sur une entente familiale verbale en utilisant une fausse signature ? Dumont avait l'air de vouloir se dissoudre dans le sol. Madame le juge, mes clients ont agi avec la conviction qu'ils aidaient leur fils à gérer ses actifs pendant une période difficile. Quelle période difficile ? Le plaignant était en mission professionnelle. Il a un emploi, est à jour sur son prêt, de l'avis de tous, gère ses actifs parfaitement bien. Vos clients ont utilisé une procuration falsifiée, puis initié une vente sans la connaissance du propriétaire réel. En quoi est-ce de l'aide ? Ma mère a commencé à pleurer dans la salle, fort, des sanglots tremblants. La juge Wong l'a regardée par-dessus ses lunettes. Madame, si vous ne pouvez pas vous contrôler, je vous ferai évacuer. Maître Rousseau a présenté les dossiers financiers montrant des mois de tentatives de fraude, vérification de crédit, tentative d'interférence professionnelle. L'expression de la juge Wong s'est durcie à chaque page. Maître Dumont, vos clients sont-ils conscients que ce que nous regardons ici constitue potentiellement de multiples délits et crimes sous la loi française ? Faux et usage de faux, usurpation d'identité, escroquerie. Vos clients sont-ils prêts pour l'enquête criminelle qui va suivre cette audience ? Dumont a regardé mes parents. Mon père fixait la table. Ma mère avait arrêté les sanglots dramatiques et avait l'air sincèrement terrifiée. Voici ma décision. La vente en cours est annulée. Le titre reste uniquement au plaignant. Le dépôt de garantie des acheteurs sera restitué par le notaire. Je réfère cette affaire au procureur de la République pour enquête criminelle. Le greffier fournira des copies de tous les documents pertinents au parquet. L'audience est levée. Mes parents ont essayé de m'approcher dans le couloir. Mon père avait l'air en colère mais effrayé en dessous. Ça va détruire nos vies. Il a dit. Vous avez détruit vos propres vies. Je refuse juste d'être détruit avec vous. Le mariage de Théo est dans 3 semaines. Tu comprends ce que tu lui fais ? Je comprends que vous avez essayé de voler ma maison pour le payer. C'est ce que je comprends. Ma mère m'a attrapé le bras. S'il te plaît, on peut arranger ça.
On te remboursera d'une manière ou d'une autre. Parle juste au procureur. Dis-leur qu'on a fait une erreur. Je n'ai pas déposé les charges criminelles moi-même, c'est la juge qui a transmis au parquet. Même si je voulais retirer ma plainte, ce que je ne veux pas, je ne pourrais pas arrêter l'action publique. Vous allez nous envoyer en prison. Non, vous allez en prison parce que vous avez commis plusieurs crimes. Je ne mens juste plus pour vous. Ils sont partis avec Dumont qui les suivait. Maître Rousseau et moi sommes allés à son bureau. Les dommages civils prendront du temps à calculer correctement, a-t-elle dit. Une fois que nous aurons tout documenté et que l'affaire pénale aura établi la fraude, nous déposerons une demande. C'est probablement dans 3 à 4 mois. On parle de combien? Les pertes documentées des Leroy, vos frais juridiques, surveillance de crédit, mise à niveau du système de sécurité, tous les frais de logement temporaire qu'ils engagent. Probablement dans la fourchette de 70 000 à 80 000 euros au total. Ils n'ont pas ça. Je sais, mais on obtiendra un jugement quand même. On pourra poursuivre le recouvrement sur les actifs saisissables une fois qu'on l'aura. Bien. Au cours des mois suivants, la machine judiciaire a avancé. Le procureur a poursuivi. L'enquête a révélé que le notaire avait été négligent en ne vérifiant pas suffisamment l'authenticité de la procuration, mais sans complicité intentionnelle prouvée. Il a tout de même eu de sérieux problèmes avec la chambre des notaires. Le mariage de Théo a été reporté, puis annulé entièrement. Chloé a rompu les fiançailles une fois qu'elle a compris l'ampleur de l'affaire. Elle n'avait apparemment aucune idée jusqu'à ce que tout devienne public. La situation financière de mes parents s'est détériorée. Les frais juridiques se sont empilés. Ils ont dû vendre des choses, réduire leur train de vie. Leur épargne retraite s'est évaporée. Ils ont déménagé de leur maison vers une plus petite location avant même que le procès ne commence. Le procès a duré 3 jours. L'accusation a présenté son dossier méthodiquement. La défense a essayé d'argumenter la confusion et l'urgence familiale mais n'a pas pu surmonter les preuves documentées. Le verdict est tombé. Coupable sur tous les chefs d'accusation. La sentence est tombée 2 semaines plus tard. Le juge a donné à mon père 3 ans de prison dont 18 mois fermes. Maman a eu 2 ans dont 1 an ferme. Aménageable peut-être, mais avec un casier judiciaire indélébile. J'étais assis dans la salle d'audience pour la sentence. Théo était là avec des gens que je ne reconnaissais pas, ma tante Carole et mon oncle Jacques. Théo m'a fixé tout le temps. Quand le juge a lu les peines, Théo s'est levé. « Tu es content maintenant? Ils vont en prison parce que tu ne pouvais pas laisser tomber. » Le juge a frappé son marteau. « Asseyez-vous ou vous les rejoindrez pour outrage. » Théo s'est assis mais a continué à fixer. Après la sentence, il m'a coincé dans le couloir. « J'espère que tu peux vivre avec toi-même. Tu as détruit la vie de nos parents. Tu as détruit ma relation. Tu as détruit cette famille. Non, ils ont commis des délits graves. Ils m'ont volé. Ils ont essayé de détruire mon crédit. Ce n'est pas à propos d'une maison. C'est à propos de me voyant comme quelque chose à exploiter. On est une famille. La famille est censée pardonner. La famille ne vole pas la famille. Et tu savais ce qu'ils prévoyaient. Ça fait de toi un complice. Tu es froid, juste comme papa. Non, je ne suis rien comme papa. J'ai des limites. Je ne commets pas de crimes contre les gens que je suis censé aimer. Il est parti. Pas de nouvelles de lui depuis. Maître Rousseau a obtenu le jugement civil 4 mois après la sentence. 73 000 euros de dommages. Mes parents ne pouvaient pas payer. Ils seraient sur des plans de paiement pour des décennies. Les Leroy ont trouvé une autre maison, ont finalement pris contact pour me remercier d'avoir couvert leurs dépenses documentées grâce au recouvrement civil. Rosalie et moi avons commencé à sortir ensemble officiellement environ 6 mois après que tout se soit tassé. Rien de dramatique, juste une progression naturelle de voisin à ami à quelque chose de plus. Elle comprenait ce que j'avais traversé parce qu'elle en avait été témoin. Elle avait sa propre histoire, aussi. Des raisons pour lesquelles elle valorisait la communication honnête et les limites claires. Ça marchait parce qu'aucun de nous n'avait besoin que l'autre soit parfait, juste présent. 8 mois après la sentence, je suis allé rendre visite à mes parents au parloir, pas pour me réconcilier, pour mettre quelque chose au clair. Ils ont amené ma mère en premier.
Elle avait l'air plus vieille, plus mince. La prison l'avait changée. Merci d'être venu, a-t-elle dit doucement. Je ne suis pas là pour une réunion. Je suis là pour te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu l'entendes. Ce que vous avez fait n'était pas de l'aide. C'était du vol. Vous me voyez comme une ressource. Vous voyez ma maison comme quelque chose que vous pouviez prendre. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Elle a commencé à pleurer. Je sais. J'ai eu le temps de réfléchir ici. Quand tu sortiras, nous n'aurons pas de relation. Je ne prendrai pas tes appels. Je ne viendrai pas aux événements familiaux. Tu as fait ce choix quand tu as imité ma signature. Mais on est une famille. Non, vous êtes les gens qui m'ont élevé et ensuite trahi. Ce n'est pas une famille. Théo galère. Il a tout perdu. Peux-tu s'il te plaît? Non. Théo a fait ses choix. Il savait ce que vous prévoyiez et est resté silencieux. Il gère ses propres conséquences. Je me suis levé. Elle a tendu la main à travers la table mais s'est arrêtée. Je suis désolé, a-t-elle dit. Ouais, ça ne veut rien dire, cependant. Ils ont amené mon père ensuite. Il avait l'air plus dur, ou en colère, comme si la prison avait juste concentré tout ce qui était amer en lui. Venu pour jubiler, a-t-il demandé. Venu pour mettre quelque chose au clair. Tu as fait des choix. Tu vis avec les résultats. Tu as mis tes propres parents en faillite et toi-même en prison pour des droits de propriété, au lieu de la confiance. Tu ne m'as jamais vu comme ton fils. Tu me voyais comme un financement pour la vie de Théo. Théo avait besoin d'aide. Moi aussi. Mais quand il a fallu choisir entre les envies de Théo et mes droits réels, tu l'as choisi à chaque fois. Il avait besoin de plus. J'étais autosuffisant parce que tu m'as forcé à l'être. Ensuite tu m'as puni pour ça en décidant que mon indépendance signifiait que tu pouvais prendre ce que tu voulais. Il m'a fixé. Alors c'est ça. Tu as fini. J'avais fini au moment où tu as utilisé cette fausse procuration. Tu es exactement comme moi. Froid. Non. J'ai des limites. J'ai de l'intégrité. Je ne commets pas de crimes contre les gens que je prétends aimer. Je suis parti sans dire au revoir. J'ai conduit jusqu'à chez Rosalie. Elle m'attendait avec du café. Napoléon m'avait totalement accepté à ce stade et réclamait mes genoux comme son territoire dès que possible. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé. J'ai dit ce que j'avais besoin de dire. C'est fait. Comment tu te sens? Plus léger. Mon téléphone a vibré. Texto de Théo. Merci pour rien. Maman a du mal et papa a des problèmes. J'espère que tu es fier. Je l'ai montré à Rosalie. Pensez? Bloque-le. J'ai bloqué le numéro de Théo. Bloqué les méthodes de contact de prison de mes parents. Bloqué chaque membre de la famille qui avait pris leur parti, créé de la distance. Mes parents ont purgé leur peine. Sont sortis avec un bracelet électronique pour la fin de peine. Théo a essayé de me joindre par quelqu'un qu'on connaissait tous les deux une fois. A dit qu'il voulait s'excuser. J'ai dit à la personne que je n'étais pas intéressé. Quand mes parents sont sortis, ils étaient fauchés, avec un casier, et des perspectives limitées. Théo n'a pas proposé de les aider. A dit qu'il ne pouvait pas se le permettre. A dit qu'il devait se concentrer sur la reconstruction de sa propre vie. Le gamin qui valait la peine de voler avait soudainement des limites quand ça lui coûtait quelque chose. Ils ont fini dans un logement social, travaillant dans des boulots qu'ils pouvaient obtenir avec un casier, vivant les conséquences qu'ils avaient construites. Je vis toujours dans la maison, je l'ai faite mienne pleinement, de la manière qui compte. Rosalie a emménagé l'année dernière, a apporté Napoléon et tout son équipement de design. On partage tout également. Partenariat au lieu de dépendance, respect au lieu d'exploitation. Parfois les gens demandent si je regrette ce qui s'est passé, si je souhaite avoir géré ça différemment, si je pense à me réconcilier. La réponse est toujours non. Ils ont fait leur choix. J'ai fait les miens. Les miens impliquaient de me protéger et de tenir les gens responsables. Les leurs impliquaient le vol et les mensonges et l'attente que j'accepte ça parce qu'on partageait le même ADN. J'ai choisi correctement, et je choisirai la même chose à chaque fois.